Pas de clap? Bonjour, nous accueillons aujourd'hui Laura, qui est professeure de philo, qui est sur les réseaux sociaux sous le terme Laura in Paris. Donc, est-ce que tu peux te présenter? Puis après, nous allons parler pendant une petite heure de sujets qui t'intéressent et qui m'intéressent aussi. Avec plaisir. Déjà, merci de m'avoir invitée. Et donc, je m'appelle Laura, j'ai 27 ans et je suis prof de philo. Donc là, c'est ma 3e année. Je fais un peu de français aussi dans un lycée privé. Je suis dans un milieu modeste. Mon père est boucher et j'ai 4 sœurs. Et ma mère, voilà, travaillait sporadiquement puisque 4 enfants, ça fait du monde à du monde à nourrir, du monde à s'occuper. Je suis née en banlieue, mais j'ai vécu à Chartres un long moment, campagne de Chartres. L'école s'est toujours très bien passée pour moi. Donc j'ai fait une prépa que j'ai foirée. Et après, je suis partie en fac de philo et master de philosophie politique à la Sorbonne. Et après, j'ai préparé 3 fois les concours que je n'ai toujours pas obtenus pour devenir prof de philo. Et aujourd'hui, je suis prof de philo contractuelle. Donc voilà, je repasse encore une 4e fois le concours. Et j'ai construit une communauté sur ces multiples échecs au concours, à l'agrégation et au CAPES. Et c'est ce dont je parle essentiellement, du métier de prof et de rapport à l'échec et plus précisément au concours sur ma chaîne. Alors, comment tu les vis, cette histoire des échecs CAPES et agrég? Oh, je les ai vécus très très mal. C'était horrible. Surtout quand on a toujours été plutôt bon dans le milieu scolaire. J'ai toujours nagé en eau libre, si j'ose dire. Et les échecs, ça a été une catastrophe. Dieu sait le nombre de thérapies et de séances de psy que j'ai dû faire et que je continue de faire. Mais il y a quand même un moment où on se rend compte que c'est pas une fin en soi, quand même. Et tu as choisi d'être prof en privé. Pourquoi? Pas par choix. Pas par choix. Parce qu'il y a très peu de postes comme prof de philo. Et les établissements privés ont tendance à plus prendre de contractuels que les établissements publics, ouais. Tu as analysé factuellement les échecs, parce que là, oui, c'est lourd hein, pour toi. Ah ouais, beaucoup quand même. C'est vrai. Milieu social, tu te prends une claque. Déjà de 1. Mais après, ça fait un peu... Je me déresponsabilise beaucoup quand je dis ça. J'étais pas mature. Et j'avais pas pris conscience d'à quel point ces années décisives entre 18 et 20 ans, finalement, conditionnent le reste. Pour moi, il y avait aussi d'autres choses. Il y avait la fête, il y avait l'indépendance, il y avait l'argent qu'il fallait faire. Voilà. Même si tu as 27 ans, si tu prends un tout petit peu de recul, tu dis qu'il y a des choses que tu as loupées dans ton cheminement, ou ça serait à refaire, tu referais les mêmes choses? Ouais, si, quand même. Qu'est-ce que tu voudrais refaire, entre guillemets, si c'était à refaire? J'ai pas pris conscience aussi de à quel point j'étais pas favorisée. Vu que j'avais toujours eu des bonnes notes à l'école publique et que j'avais toujours brillé, j'ai pas compris au moment voulu que non, j'avais du retard. Et j'étais pas en avance du tout et qu'il fallait se mettre un coup de... Et pourquoi tu avais du retard? Parce que t'étais pas dans une bonne école publique ou... Non, j'étais pas dans une école publique. T'avais des bonnes notes dans un endroit où finalement voilà. Il y avait des gens bien meilleurs ailleurs. Exactement. Et tu en as pris conscience après. Et puis j'avais un gros retard socio-culturel que j'ai toujours d'ailleurs. Qui est lié au monde dont tu viens. Voilà, exactement. Qui est lié au monde dont je viens. C'est une catastrophe. Hein. Je vois l'écart que j'ai avec des amis qui sont privilégiés. J'ai l'impression d'avoir 10 ans de retard, quoi. Sur les lectures, surtout. Après, je me demande ce que j'aurais pu faire mieux. Je me dis pas grand-chose. Mais c'est déjà bien. Ouais, c'est déjà bien. Ouais. Mais bon, quelques regrets quand même. Mais là, ces échecs répétés, c'est épuisant psychiquement, non? Ouais, ça l'est. Mais bon, c'est, on va dire, parsemé de petites victoires qui allègent le fardeau, on va dire. Alors, c'est quoi les petites victoires pour toi? Ma chaîne YouTube j'ai fédéré. T'as trouvé une communauté. Voilà, j'ai trouvé une communauté de gens qui s'identifient parce qu'en fait, il y a un gros tabou sur les concours de l'enseignement. On a tendance à les dévaloriser puisque, soi-disant, on manquerait de professeurs. Donc le concours ne vaudrait plus rien. On réduit bac plus 3, machin. Et en fait, on voit que on est tellement nombreux à échouer à ces concours-là ou à d'autres fonctions publiques ou plein d'autres. Hein. Ça, le fait que je sois une bonne prof et que personne ne pourrait dire si j'ai le concours ou si je l'ai pas. Et pourquoi tu continues à vouloir passer le CAPES? Parce que j'ai ma vengeance à prendre. Ah, c'est ça que tu veux? Non, il y a une stabilité économique et derrière, sociale. quand t'es capétienne. Voilà, exactement. C'est quand même rien à voir.
Donc ça, c'est important. Puis je pense qu'il y a un moment, il faut le faire pour soi aussi. Il y a une boucle à achever. D'ailleurs, j'ai des copines qui ont échoué à répétition et à partir du moment où elles l'ont eu, elles ont été affectées donc où elles voulaient pas du tout aller et elles ont renoncé au concours et bon, il y a une revanche à prendre quoi. Et à Dreux, c'est dur? Non. Enfin. Parce que t'es dans un collège privé? Lycée privé, ouais. Tu penses que ça change, que ça serait différent dans le public? Ah oui. Ah oui, ça n'a rien à voir. Oui. Après, le privé, ça veut tout dire et rien dire parce que chaque établissement est un peu une petite entreprise. Entreprise, pas dans un sens capitaliste, mais dans un sens une certaine direction, une certaine ambiance, etc. Et non, le privé et le public, ça n'a rien à voir. Je dirais pas jusqu'à dire deux métiers différents, mais en tout cas, pas loin. Et t'irais dans le public? Le gros problème du public, c'est qu'on est obligé de déménager à répétition. On est envoyé dans des endroits où personne ne veut aller. Ce qui n'est pas le cas dans le privé. Ce qui n'est pas le cas dans le privé. Ce qui est moins le cas, ça peut arriver. C'est moins le cas dans le privé. Moins le cas dans le privé. Et honnêtement, les gestions d'établissements sont plus humaines dans le privé parce que souvent, c'est du privé catholique et donc il y a quand même derrière une certaine dimension de la charité, etc. Je ne suis pas croyante du tout, purement athée. Mais c'est vrai qu'on ressent quand même une dimension charitable, une certaine envie du respect, etc. de l'autre. Et tu sens que les élèves qui sont dans tes classes sont privilégiés? Oui. Ah oui, incontestablement. Financièrement? Socialement? J'ai fait 2 lycées privés totalement différents. L'année dernière, j'étais au fin fond du 93, à côté de Sevran. Oui. Et là, on n'aurait pas pu dire que c'est un lycée privé. On aurait dit que c'est un lycée public qui fonctionne un peu bien. Où il y a pas, voilà, il y a des profs, il y a un peu de moyens, il y a des sorties, il y a des voyages, quoi. Et puis, il n'y a pas 40 élèves par classe. Là où je suis, oui, c'est des élèves qui sont privilégiés, oui. Ça se voit sur le niveau scolaire, ça n'a rien à voir. Et comment tu vis alors l'écart entre les deux? Que l'école est tout sauf méritocratique et qu'il faut absolument... Qu'est-ce qu'il faut faire, quoi? C'est quand on t'entend là, c'est... Waouh! Ouais. Alors j'espère que l'institution va pas me tomber dessus. Oui. Mais bon, je pense que je suis pas la première ni la dernière à dire ça. C'est une bonne question, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une bonne question. Je dis ça, mais j'ai pas les solutions. Enfin si, retravailler la redistribution des richesses, évidemment, et des revenus. Oui, mais ça c'est politique. Voilà, c'est politique. À l'école. Par rapport à l'école. Oui, redistribuer différemment, c'est sûr. Alors, à l'école publique, non mais inévitablement, il faut presque tout revoir. En tout cas, il faut arrêter de scolariser les enfants tels qu'ils sont scolarisés maintenant. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Diviser radicalement les effectifs. Et s'il y avait beaucoup moins de monde par classe? Ah oui. Ça changerait beaucoup. Tu avais combien de personnes près de Sevran? 30. 35, c'est pas encore. J'ai plein de copines qui sont dans le public. On monte à 35, 36. Et s'il y en avait la moitié, ça changerait beaucoup de choses? Oui. Ah oui, incontestablement. Incontestablement, ça changerait beaucoup de choses. Si on arrêtait aussi de les gaver comme des oies de connaissances et de les faire s'asseoir 9 heures par jour sur une table, je pense que ça irait mieux aussi. Les journées sont trop longues? Incontestablement trop long. Incontestablement. C'est presque de la torture pour eux. Ils sont malheureux. Enfin, alors pas tous, évidemment, mais c'est trop. Ça serait les 2 trucs les plus importants pour toi? Diviser les effectifs par 2 et des journées beaucoup plus courtes? Je pense que si on commençait par là... Alors après, je pense qu'il y a plein d'autres choses à faire, mais... Ouais. Ce serait vraiment bien. Et là, on n'arrive pas à le faire par volonté politique, de diminuer les effectifs par 2, ou parce qu'il n'y a pas assez de profs? Ou qu'on n'a pas l'intention, pour des problèmes de budget d'éducation nationale? Parce qu'on entend dire aujourd'hui que finalement... avec la fin du baby-boom, moins d'enfants, donc il y a de plus en plus de moins en moins de gens par classe, donc on va diminuer le nombre de profs, quoi. Alors, pragmatiquement, on les voit pas, parce qu'en fait, ils ferment des classes, donc il n'y a pas moins de monde par classe, puisqu'ils les ferment. Donc non, il n'y a jamais eu autant de monde dans les classes. On peut monter jusqu'à 40 élèves dans des classes techno. Enfin, c'est lunaire, c'est de la maltraitance pour tout le monde. Pour tout le système éducatif, c'est de la maltraitance pour tout le monde. Et quels sont tes rapports avec les parents? Alors la philo, on est un peu privilégié parce que les parents, en général, c'est une matière soit qu'ils méprisent, soit qu'ils comprennent pas, soit dont ils mesurent pas l'importance, puisqu'effectivement, l'élève fait de la philo 1 an et après arrête totalement. Donc voilà, on a peu de parents qui se décrètent philosophes et qui viennent nous apprendre le métier. C'est souvent le gros problème, c'est les notes. Et c'est la notation. C'est-à-dire ? Ce sur quoi les parents interviennent. Il faut constamment être à même de justifier la notation
Vis-à-vis des parents ? Vis-à-vis des parents, exactement. Et il y a une forte pression, il y a une grosse pression d'adaptation. Plus dans le privé que dans le public, pour le coup. Puisque dans le public, les parents ont un droit de regard moins important. Même si, en fait, le problème, c'est que le privé, les parents ne comprennent pas qu'ils ne nous payent pas. Moi, je suis moins payée qu'un contractuel du public. Les salaires sont moindres. Donc, mais il y a ce rapport de clientélisme qui s'instaure. Alors, ça reste minoritaire, mais ça peut aller vite, oui. T'es resté combien de temps à Sevran ? 1 an, puis il y a... Et en fait, ça, c'est le système dont tu parlais tout à l'heure. Au bout d'1 an, déjà, tu es en mutation ? En fait, il y a un titulaire qui a voulu prendre mon poste. Ouais. Donc, titulaire, moi, je m'en vais. Voilà, c'est ça. D'où le CAPES ? D'où le CAPES, exactement, pour garder mes postes. Et si on revient au CAPES, tu analyses pourquoi tu l'as pas ? Je me suis fait inspecter la semaine dernière et j'ai eu un retour de ce pourquoi je l'avais pas. Et alors ? Pas un manque de compétences, mais un enjeu psychologique trop lourd et des mauvaises dispositions quand je vais à l'oral. Des mauvaises dispositions et peut-être, nous on se rend pas compte, mais beaucoup de candidats qui mendient le concours parce qu'il y a un enjeu vital sur le concours. Enfin, on se rend peut-être pas compte, mais les gens font des crédits où ils vivent dans une précarité presque extrême pour obtenir les concours. Enfin, c'est des années où on peut pas travailler, ou si on travaille, on se met un peu une balle dans le pied. Parce que les concours en philo, c'est 10% de réussite, ça peut même chuter à 7%. Et donc on arrive au concours, c'est pas une question de vie ou de mort, mais c'est une question de prenez-moi, il faut que j'ai un travail, il faut que j'ai un métier, et si j'ai pas ce métier-là, je vais me retrouver dans un job alimentaire, je vais me retrouver aliénée, je vais me retrouver dans quelque chose qui me plaît pas. Et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il faut changer dans l'éducation nationale ? Donc, comment on brasse davantage les milieux sociaux, comme on dit d'une manière un peu pédante ? C'est une bonne question. Comment on pourrait brasser davantage de milieux sociaux ? Est-ce qu'il faudrait interdire l'école privée pour... C'est une des grandes questions que les gens de gauche, très à gauche, se posent en disant est-ce qu'il faut interdire l'école privée ? Ça semble difficilement imaginable vu toute l'histoire du pays, mais... C'est une bonne question. Est-ce que... Il y a quand même des familles qui sont attachées à l'école publique et à toute la tradition républicaine, donc on ne retrouve pas que des profils défavorisés dans l'école publique, c'est faux. Il n'y a pas beaucoup de profs agrégés mettent leurs enfants dans le public parce qu'ils croient fermement à l'école publique. Il y a une conviction. Mais je trouve que ça se polarise encore plus dans les villes. Autant dans les campagnes, il n'y a pas trop d'écoles privées. Et le petit bourgeois, ça lui vient pas forcément à l'idée de mettre son enfant en école privée. Pas forcément. Alors que c'est vrai que dans les métropoles, etc., à Paris, ça peut très vite être le cas. Il faudrait interdire l'école privée si l'école publique fonctionnait bien. Voilà. Oui. Mais est-ce que c'est pas le cas ? Donc, Alors, supprimer le privé si le public était bien, c'est un combat infini, parce que je pense que c'est quelque chose qui est quasiment impossible. Bon, ce que beaucoup plus accessible, c'est ce que tu disais, ça serait des décisions politiques, qu'il y ait plus de profs. Ah ouais, donc les classes beaucoup moins nombreuses, les profs mieux payés, rien que ça, et des journées beaucoup moins denses. Ouais. Rien que ces 3 choses-là, si on arrivait à les changer, ça changerait énormément la vie. Ouais, ce serait une révolution considérable. Et puis un travail aussi sur Parcoursup, évidemment, sur ça. Pourquoi ? Soumettre les élèves de 17 ans à un algorithme... Donc on comprend pas Donc on comprend pas les tenants et les aboutissants pour la suite de leurs études supérieures, qui par ailleurs les met dans des états de panique totale et les met en compétition dès leur plus jeune âge, en leur faisant penser que la note détermine leur valeur et détermine ensuite toutes leurs possibilités futures. C'est une catastrophe. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Parce que ça fait des années et des années que tout le monde se pose des questions. C'est une bonne question, je ne sais pas ce qu'il faudrait faire. Mais en fait, est-ce qu'on a une solution ? Parce qu'il y a une période, avant Parcoursup, sur admission post-bac, il arrivait qu'il y a des facs qui tiraient au sort les candidats. Et en fait, c'est toujours la même question. Qu'est-ce qui serait le plus méritocratique dans tout ça ?
Et puis, le problème, c'est qu'encore une fois, on veut évaluer le mérite des élèves, mais les mérites des élèves, il est conditionné par tout un tas de choses, par leur milieu social, par leur capacité cognitive, par la maturité qu'ils ont à cet âge-là. C'est horrible de les juger sur les résultats scolaires, alors que les résultats scolaires sont finalement peu dépendants de leur volonté. Mais on n'a jamais trouvé de système très adapté non plus. Non, alors je me suis jamais penchée non plus dessus, je ne vais pas mentir, mais oui. On n'a pas trouvé de meilleur système. Et par rapport à la notion de l'éducation nationale mammouth, cette histoire de mutation à tout moment, comment on pourrait l'éviter ? Est-ce qu'on pourrait l'éviter en donnant le vrai pouvoir aux proviseurs des lycées ? C'est quelque chose qui est une des choses que la droite réclame à corps et à cri. Mais finalement, est-ce que c'est quand même pas une idée qu'il faudrait regarder de plus près ? C'est-à-dire que les proviseurs, enfin les chefs d'établissement, soient les vrais patrons de mini-entreprises, ce qui est contraire à tout le principe de l'éducation nationale. Parce que finalement, si tu étais bien à Sevran, et que le chef d'établissement avait la liberté, il t'aurait gardé. Ouais, Il était parti à cause du système. Ouais, tout à fait. C'est difficile parce que j'ai des amis profs qui me disent, et c'est vrai que moi j'ai du mal à l'entendre, mais ils n'ont pas tort, c'est que quand on accepte d'être prof, on accepte une mission de service public. Oui. Et la mission, ça consiste à enseigner à l'ensemble des élèves sur le territoire. Mais de facto, c'est un sacrifice immense de se retrouver à déménager à répétition. Mais est-ce que tu ne crois pas à ce moment-là qu'il y a un problème de salaire ? Parce que si c'est une mission de service public en allant sur tout le territoire, on doit être rémunéré en conséquence. Ah non, mais être prof, c'est bien, il faut être fonctionnaire le plus zélé possible, mais sans le salaire. C'est indiscret, tu gagnes combien par mois ? Alors, le contractuel de base dans le privé, c'est 1008. Oui. Dans le public, c'est 2000. À ça, si on veut un salaire plus gros, il faut rajouter soit des heures sup, soit des missions supplémentaires. Alors moi, j'ai tout pris. J'ai 2 heures sup à l'année, j'ai un pacte de remplacement, je suis pépé. Donc je pense que je vais peut-être toucher 2300 €. Qu'est-ce que tu considérerais comme un salaire digne ? Pour un salaire digne avec un concours, ça me paraît lunaire de commencer en dessous de 2006. Avec le prix du marché actuel. Tu compares à 2000. Voilà. À peu près. Au moins 2006, je pense qu'on devrait gagner 2 fois le SMIC minimum. 2 fois le SMIC, ça me paraît cohérent. Donc on en est loin. On en est très 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 loin. Et alors dans ta vie, finalement, tu vis financièrement, comment tu vis avec ces... Ah non, mais j'ai galéré. Non, j'ai voulu quitter. L'année dernière, là, je gagne mieux parce que j'ai ma partie réseaux sociaux. Mais l'année dernière, j'en pleurais. En fait, c'est simple. J'ai un loyer à 1200 € à Paris. Je paye pour aller à Dreux, par exemple, je paye 200 € de train. Donc ça fait quoi, 1500 € de charge. Tu habites toujours Paris ? Ouais, j'habite toujours Paris. J'y tiens. Ah oui, donc en plus, t'as le train. Et théoriquement, on n'a même pas le droit de cumuler un autre emploi dans l'éducation nationale. C'est-à-dire ? Les fonctionnaires n'ont pas le droit d'avoir un autre emploi, oui. Donc, mais là, t'es pas fonctionnaire. Non. Et tu peux cumuler. Oui. Et alors, qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux ? Eh ben, Et tu gagnes de l'argent par les réseaux sociaux ? Un peu, ouais. Alors, comment tu gagnes de l'argent ? Moi, je ne connais rien aux réseaux sociaux, ça m'intéresse de comprendre. Alors, sur YouTube, déjà, moi, je suis beaucoup sur YouTube et c'est monétisé. Donc, on touche de l'argent pour les vues qu'on génère. Donc, ça, c'est chouette. Il y a des mois où ça paye mieux que d'autres. Après, on parle de quoi ? Ça peut monter, ça dépend des mois, 5, 6, 7, 100. 700 ? Ouais, ça oui, finalement, ça compense que t'as pas dans... En gros, ça correspond à ce que tu voudrais gagner en tant que prof sans avoir faire ça. Voilà, exactement. Ce qui serait assez logique. En fait, moi, je m'étais dit, pour vivre à Paris convenablement, il me faut 3000 €. Et avec les réseaux sociaux, tu y es quasiment, voilà, entre guillemets. J'ose dire ça. Voilà, exactement. Mais il faut faire une autre activité à côté. Et ça te prend beaucoup de temps, les réseaux sociaux ? Oui. Ça prend tous les week-ends entiers, etc. Tu considères que ta vie est vivable, entre guillemets ? Grâce à ça, oui. Sans ça, non. Et j'aurais arrêté le professorat si j'avais pas cet à côté. Et si un jour on me dit non, tes réseaux sociaux, t'as pas le droit parce que tu portes atteinte à l'institution où tu gagnes de l'argent, je ne serais pas prof. Ouais. Quand j'ai commencé, je suis devenue prof de français, 1h45 de chez moi sur le RERD. J'y vais tous les jours, même le jeudi, pour 1 heure de cours. Deux premiers mois d'enseignement, et je me retrouve je remplace une prof qui est en burn-out. Et je comprends très vite pourquoi elle est en burn-out. Parce qu'elle a des classes qui sont intenables. Enfin, l'ambiance globale de l'établissement est catastrophique, et les classes, alors à l'exception d'une qui est en effectif réduit, sont ingérables. Il faut savoir qu'à l'époque, la REP+, c'était max 20 élèves par classe, on était à 26 élèves.
dans un milieu extrêmement défavorisé, donc une grosse partie des élèves qui ne parlaient tout simplement pas français, ou s'ils le parlaient, ils l'écrivaient extrêmement mal, puisqu'à la maison, ça ne parlait pas français. Donc très très dur de faire cours, ingérable. Et j'avais déjà ma chaîne YouTube, bon, moins d'audience, mais j'avais déjà ma chaîne YouTube. Et ce qui se passe, c'est qu'un jour, un élève qui a des problèmes de comportement, et donc je suis contraint de le virer de cours, comme plein de fois. Et donc je le vire de cours, et sur la suite, un parent m'insulte sur la chaîne YouTube. Tu as viré mon enfant, nanana. Au lieu de faire des vidéos, tu aurais dû t'occuper de mon enfant, je sais pas quoi. Et donc je dois remonter cet incident à la vie scolaire. Et dans les minutes qui suivent, la chef d'établissement m'appelle et elle me dit que je dois absolument supprimer toutes mes vidéos YouTube, sinon je ne serai jamais prolongée comme prof de lettres et je serai éjectée de l'éducation nationale. Et évidemment, ce sur quoi elle a menti, elle n'a aucun pouvoir, mais moi, j'avais 24, 25 ans. J'ai totalement gobé ces paroles. Je me suis retrouvée... Alors du coup, j'en ai fait une vidéo. Je me suis dit, j'ai fait une vidéo où j'ai dit j'arrête l'éducation nationale parce qu'on m'a dit si, ça, parce qu'il s'est passé ça. Et donc on m'a dit évidemment qu'elle avait menti sur toute la ligne. Et par la suite, elle a porté plainte contre moi pour incitation à la haine, diffamation et trouble à l'ordre public parce que j'avais fait des vidéos qui la mentionnaient pas explicitement parce qu'on pouvait pas savoir de quel établissement il s'agissait ni rien, mais des vidéos qui, pour elle, étaient diffamantes. Et ça s'est terminé comment ? Ça s'est terminé qu'il y a un syndicat qui m'a défendu et que c'était fin juin, je suis plus retournée dans l'établissement. Et j'ai changé d'académie. Et politiquement, voilà. Tu te sens engagée ? Oui. Enfin, depuis que j'ai fait un master de philosophie politique, je me suis ancrée à gauche. Après, je n'irais pas dire que je suis la plus engagée, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur en tout cas. Et si tu avais du temps, tu serais militante ? Ouais, je pense, ouais. J'ai pour fantasme lointain d'écrire une thèse sur mon sujet de mémoire qui m'a passionnée en Master 2. C'était un sujet sur la justice sociale, sur la question de l'impôt, de comment taxer pour parvenir à une société juste. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais approfondir. Après, c'est vrai que chez moi, j'ai jamais eu la culture militante, etc. Donc, ça n'a jamais été quelque chose que j'ai fait. Et tu as l'impression que ton métier, même s'il est aussi mal rémunéré, c'est une sorte d'ascension sociale pour toi dans ta tête, ou tu vis pas ça du tout comme ça ? Non, je le vis même... Alors, c'est quand même un métier par rapport à mon père qui est boucher, je gagne de l'argent plus facilement. C'est quand même un métier qui est moins dur que être boucher. Voilà. Après, une ascension sociale... Ça veut rien dire ? Ça veut rien dire. Mon père gagnait beaucoup mieux sa vie que moi. Ouais, c'est ça. J'allais le dire. Donc bon, j'ai un métier plus reposant qui m'offre un certain confort de vie, des vacances, des week-ends, ça, qui me permet de faire autre chose à côté. Mais est-ce que tu peux profiter de tes vacances et tes week-ends vu ton salaire ? Alors... Puisque tu viens de me dire que, en plus, tu payes tes week-ends avec Laura in Paris, donc... Oui, non, je ne suis pas partie en vacances depuis que depuis que mes parents payent plus les vacances, quoi. À moins de vivre en couple et de vivre en province. Oui. De partager le loyer, etc., je comprends pas comment on peut avoir un certain style de vie. Ou être agrégé avec des heures sub, etc. Parce qu'un agrégé gagne beaucoup plus ? Oui, quand même. Oui. Et il fait beaucoup moins d'heures aussi. Enfin, beaucoup moins d'heures. Il a moins d'heures semaine. Donc, et ça te semble injuste ? C'est une bonne question. Est-ce que c'est injuste ? Tout le problème de ces concours-là, c'est que les 3/4 des agrégés, quand on regarde leur milieu social, c'est des gens extrêmement favorisés. Extrêmement, extrêmement favorisés. Surtout ceux qui les ont rapidement. Et au final, le fait qu'ils soient favorisés leur octroie un statut encore plus favorisé. Enfin, c'est le cercle sans fin, quoi. Les bonnes conditions de vie offrent des bonnes conditions de vie, et ainsi de suite, quoi. Oui. On pourrait répondre à ce que tu disais tout à l'heure aussi. C'est-à-dire que si toi, dans ton statut, tu étais correctement payé, le problème des écarts serait moins important. Exactement. Même si l'écart allait en augmentant entre un agrégé et un capétien. En fait, il y a énormément de gens, de profs qui n'ont pas obligatoirement les diplômes, qui sont dans des conditions précaires et qui gagnent hyper mal leur vie. Ouais, tout à fait. En fait, il y a une grosse disparité dans les salaires de profs. Il y a une grosse disparité et on parle très peu de tous ces profs précaires. Et puis, il n'y a pas que le problème sur l'éducation nationale, il n'y a pas que les profs, il y en a énormément qui gravitent autour, mais d'une précarité. Les AESH, on appelle ça les pions, les AED. On appelle ça les pions à ma génération. Voilà.
Enfin, tous ces personnes-là, ils font vivre les établissements scolaires. Sans eux, il n'y a rien. Les agents... Et aussi au SMIC. Bah oui. Oui, ils sont au SMIC, quoi. Et encore même les AESH, non, puisqu'ils n'ont pas 35 heures, ils ont que... c'est des contrats à 24 heures, un truc comme ça. Donc ils sont même pas au SMIC. Ah oui, je crois qu'ils sont presque en dessous du seuil de pauvreté, quoi. Alors, si on parle maintenant de ton métier de prof de philo, moi j'ai adoré la philo, donc... mais c'était dur, je trouvais, mais c'était passionnant. Donc d'abord, toi, ton rapport à la philo. Pourquoi tu as choisi d'être prof de philo comme matière, pas prof de français En fait, en prépa, c'était la seule discipline que j'ai trouvée où je crois que le prof avait la posture la plus humaine et la moins humiliante. C'est quand même en prépa, il y a quand même une forme de pédantisme et d'humiliation des élèves en général, et le prof était d'un calme. Donc tu as choisi la philo parce que le prof était bien. Voilà, exactement. Qui arrive assez souvent. Le prof était bien, exactement. Et puis je suis arrivée à la fac et puis finalement je me sentais bien là, je trouvais ça tellement stimulant. Et puis j'ai continué et puis tu aimes la philo aujourd'hui ? Ouais, j'adore. Mais genre en réalité, quand on est prof, on produit plus de savoir philosophique, quoi. Voilà, et quand je pars à 7h du matin et que je rentre à 20h, je vais pas ouvrir un bouquin de Kant. Non. Malheureusement, je m'encrasse un peu intellectuellement. Ça va mieux pendant les périodes de creux, mais je m'encrasse un peu. Et tout le monde, c'est comme ça, tu penses ? Parce qu'en fait, les horaires dont tu parles, beaucoup de gens l'ont. Enfin, toi, tu as en plus les déplacements. À part les quelques profs qui font de la recherche à côté ou qui font des colloques, qui sont une immense minorité. Oui. Et qui sont hyper privilégiés. Ouais, exactement. Oui, on s'encrasse intellectuellement. C'est terrible. Et alors, les élèves par rapport à une prof de philo, c'est pas toujours facilement accessible, la philo, pour la plupart des gens. Comment tu sens ton rapport aux élèves ? Moi, j'ai un très bon rapport avec les élèves. Déjà, il y a pas une proximité d'âge immense, mais on reste quand même globalement de la même génération. J'ai 10 ans d'écart avec eux. Donc ça, c'est chouette. Ça, c'est vachement chouette. Après, je sais pas, moi, la classe, c'est un moment de havre de paix. C'est bon, évidemment il y a une certaine dimension de sérieux qui est obligée par le baccalauréat et toutes les missions pédagogiques qu'on doit faire et le programme à tenir, mais c'est un espace où on rigole. J'y vais pas, je suis pas la prof la plus rigide et autoritaire qu'on puisse croiser sur son chemin. J'aime laisser un espace de liberté. Je me dis, ils en prennent déjà plein la tronche toute la journée, on a une gaffe de connaissances, la pression, Parcoursup. J'aime bien qu'en philo, ce soit un moment où ils se disent, ok, on va travailler, mais tranquille. Alors, comment tu vois le rôle de la philosophie comme formation pour tes élèves ? Alors, qu'est-ce que ça leur apporte dans leur vie future ? Comment tu penses que c'est un élément de formation important ? Alors, je pense que pendant longtemps, je me suis trompée sur le rôle qu'avait la philosophie. J'étais complètement organisée intellectuellement par le concours, et donc je pensais que la philosophie pour les élèves, c'était un moyen d'organiser leur pensée, de produire un discours cohérent et structuré en étant capable d'exprimer de manière intelligible, autant à l'écrit qu'à l'oral, une pensée. Mais en fait, je me suis rendu compte, d'ailleurs en étant inspectée, que la philosophie, c'est pas ça. C'est vraiment l'art d'apprendre à réfléchir, à poser un problème, à réfléchir et à se poser des questions qui, concrètement, ils se posent dans leur vie quotidienne. Et la philosophie, en tout cas à l'école, ça doit être un espace de discussion et d'ouverture d'esprit, et non de bachotage horrible et de pure érudition. Mais c'est quelque chose qui est dur à instaurer. Même moi, j'ai du mal, honnêtement. J'ai du mal. Je reste quand même dans un rapport très académique. Il faut faire la dissertation, il faut que ce soit bien structuré, puis il faut apprendre tel auteur parce que c'est bien, et il faut faire ci, et il faut faire ça. Même moi, j'ai du mal à me sortir de ce carcan et à se dire non, là, on va être un espace où on va penser, on va réfléchir, on va se poser des questions que vous posez. Parce que, est-ce que même, d'ailleurs, ils sont dans les dispositions intellectuelles de se poser des questions à ce moment-là de la journée, après 7 heures de cours, enfin, je sais pas. Et dans la philosophie, qu'est-ce qui t'intéresse le plus comme philosophe ? Moi, c'est la philosophie politique, et de la philosophie politique contemporaine. Et ça va d'où à où ? Je dirais que ça commence avec John Rawls, donc, qui est le penseur américain sur la justice sociale. Et puis après, on a tous ces disciples que je connais plus ou moins bien, mais qui débattent entre eux. Et c'est une pensée formidable. Et tu leur enseignes ça ou tu es pas libre d'enseigner ça ? John Rawls, par exemple ? Si, un peu, mais après les rudiments. Mais après, on part pas dans des
des débats politiques, etc. Mais il y a quand même des chapitres sur l'État, sur le travail, etc., qui sont intéressants parce que c'est peut-être aussi la première fois qu'on les confronte à des pensées qui sont non capitalistes. Et tu voudrais être dans une économie non capitaliste ? Je vous ai entendu sur ce sujet plusieurs fois. En tout cas, un capitalisme, s'il en est un capitalisme évidemment modéré et structuré par des institutions régulatrices, quoi. Ce serait l'idée. Mais il y a plein d'élèves, par exemple, qui savent pas, tout simplement, que l'organisation économique capitaliste, c'est un choix. C'est pas naturel. Rien que ça, pour eux, c'est un choix, c'est pas naturel. Le travail, c'est pas aussi naturel, etc. On n'est pas obligé de travailler autant. Ah bon, d'accord. Rien que ça. Sortir de certains modèles de société qu'on voit jamais ailleurs autrement. Par exemple, un élève, c'est quoi ? Pour le communisme, ils ont toujours une idée extrêmement triviale, grossière de ce que peut être une société communiste. Ah bon, on va tout partager, les femmes, il n'y a plus de biens privés, c'est la fin de la propriété privée, c'est n'importe quoi, etc. Mais non, c'est... Tu as des élèves politisés ? Oui. Très ? Oui. Franchement, pas mal. Alors, pas tous, mais oui, j'ai des élèves politisés chaque année, ouais. Et ils viennent en cours de philo avec la passion d'apprendre ou... Parce que c'est combien d'heures par semaine ? C'est 4 heures semaine. Ah, 4 heures quand même. C'est 4 heures semaine, ouais. Ah ouais. Ouais. On plaisante pas, moi j'avais moins. Oui. En 4 heures, tu fais passer quand même pas mal de choses. Ouais, en 4 heures, on fait passer pas mal de choses, ça c'est chouette. Tu as l'impression qu'ils apprécient ou qu'ils... Oui. Ça les intéresse. Ils sont à l'âge où ça les intéresse. Après, il y a des choses assez rébarbatives. Oui. Ouais, oui, ils se montrent quand même globalement curieux, oui. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Après, ça dépend des classes, ça dépend, voilà, mais... Oui, j'ai pas à me plaindre là-dessus. C'est marrant parce que je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure quand je t'écoute. Je te vois pas abandonner ce métier. Ah ouais ? Non. J'ai l'impression que tu l'aimes ce métier. Après, il faut vivre avec, mais... Oui, mais c'est une chose d'aimer un métier. Oui, je disais ça comme ça me venait en t'écoutant. Après, il faut vivre. Ouais. Et alors, si jamais ça devient insupportable et que tu réussis pas, que Dieu préserve le CAPES et pas un gouvernement différent qui modifie la situation financière des profs, dans ces moments-là, tu te dis que tu ferais quoi ? Qu'est-ce qui t'attirerait ? Mais je sais même pas. À part les réseaux sociaux. Mais je me suis dit, je prendrais un job planqué où j'aurais pas trop de travail avec un salaire minimum et je ferais des réseaux sociaux à fond. Je sais même pas ce que je ferais. Quelque chose de moins chronophage qui me demande moins d'aller-retour, d'engagement, que sais-je. Mais non, il y a rien de... J'ai aucune envie spéciale à côté. Ce serait vraiment par dépit, quoi. Et les parents ? Comment ils se comportent de la même manière de ce que tu as vécu à Sevran, Cadreux ? Ou la philo étant considérée comme Xème route du carrosse, ça les percute pas trop ? Ou si... À Sevran, j'ai jamais eu aucun problème avec les parents, aucun. Même des parents qui regardaient ce que je pouvais faire sur les réseaux sociaux et j'ai jamais eu une interaction déplacée de la part des parents. Là où, après à Dreux, pour l'instant, c'est pas le cas, mais on a pu me souligner que ce que je produisais sur les réseaux sociaux pouvait inquiéter. En fait, on a pas mal remis en cause mon sérieux parce que je suis sur les réseaux sociaux et que on voit ma vie privée, on voit la prof en train de faire son sport, on la voit en train de corriger ses copies, et parce que je suis contractuelle, parce que je suis jeune et parce que je suis une femme, quoi. Tout ça mélangé, ça fait que je suis constamment en train d'essayer de prouver ma légitimité, quoi. Mais bon, ça va se faire, hein. Qu'est-ce qui est le plus dur aujourd'hui, dans ta vie ? Qu'est-ce qui te pèse le plus ? Enseigner loin, sans concours, d'être précaire, en permanence éjectable. Alors, n'exagérons rien, je suis pas dans une entreprise privée, en fonction publique, on n'éjecte pas les gens comme ça, mais voilà, une parole de travers et l'année prochaine, j'ai pas de poste, quoi. T'as des vrais moments de bonheur ? Oui. Avec tes élèves ?
Ah oui, oui. Où tu te dis, je sers vraiment à quelque chose, Oui, oui, oui. Mission de service public dont on parlait tout à l'heure. Ah oui, oui, mais j'ai une élève l'année dernière qui est partie en fac de philo, c'est extrêmement rare. Elle est partie en fac de philo, elle est hyper épanouie, la maman m'a remercié avec les larmes. J'ai des parents qui me disent, faut absolument pas que vous abandonniez le CAPES, on sait à quel point vous êtes une belle prof, une bonne prof, et la meilleure reconnaissance qu'on a, c'est celle des élèves. Les élèves, pour le coup, il y a un truc assez authentique chez eux-mêmes à 17 ans, ils mentent pas. Ils mentent pas. Quand vous êtes bon, quand vous êtes un bon prof et une bonne personne, vous le savez. Il n'y a pas de mauvais jeu. Ils vous le rendent forcément à un moment ou à un autre. Et ça, c'est absolument extraordinaire. C'est un beau métier, tu vois. Ouais, c'est un très beau métier. Un beau métier sur ce plan-là. Est-ce que, avant qu'on se quitte, tu as des questions à me poser? Alors oui, moi j'ai toujours été attirée par le métier de... Vous vous définissez comme psychanalyste, non? Je suis formé comme psychanalyste et j'ai choisi d'être à la fois psychanalyste, psychothérapeute, puis comme j'ai dirigé un groupe industriel, coach et médiateur. Ok. Mais je suis formé comme psychanalyste freudien. Et alors moi ça m'intéresse énormément. Étant moi-même en thérapie, je me demande, est-ce que il y a vraiment la possibilité pour un être humain de changer et de se défaire de schémas, ou est-ce que la psychanalyse se contente à montrer, à prendre conscience de certaines choses ancrées, mais que finalement la marge de manœuvre est extrêmement réduite? C'est un grand débat, ça. C'est un grand débat entre les analystes. Moi, dans ce à quoi je crois, je pense que le travail principal, c'est d'accepter ce qu'on est, mais de le comprendre, et bien de l'analyser. Et à partir du moment où on a analysé et qu'on l'a compris, l'histoire montre souvent, et j'ai le cas dans de nombreux patients, qu'ils évoluent. Alors après, c'est une histoire de curseur, à la marge ou un peu plus. Mais des combats infinis pour comprendre à l'infini, de nouveau, ce qu'on est, je trouve pas ça très bien. Par contre, il y a tout un travail selon les personnalités et les histoires vécues sur l'acceptation de ce qu'on est. Et pour moi, ça c'est... Enfin, moi, je crois profondément à ça. Et à partir de ce moment-là, on bouge. Ok. Un peu. Un peu, oui. Un peu. D'accord. Oui. Et j'ai une autre question. J'ai écouté plusieurs de vos interviews, etc. Alors, c'est toujours la même critique, c'est comment on peut être riche et être de gauche, comment on peut avoir gagné de l'argent, être de gauche. Est-ce que ça vous agace pas qu'on vous pose tout le temps ce millionnaire de dilemme? gauche, Voilà. l'anti-Bolloré, non, parce que je fais pas... C'est nouveau pour moi. J'ai vécu complètement différemment jusqu'à très peu de temps. Je trouve ça un peu caricatural, mais ça me rappelle... moi, j'étais très proche du Parti communiste pendant pas mal d'années de ma vie, et on me disait les bourgeois... Enfin bon, sauf que tout le monde oublie que Lénine était un bourgeois, mais on peut pas être proche du PC si on n'est pas à Aubervilliers. Enfin, c'est des raisonnements un peu à la con, bon, que j'ai connu il y a très très longtemps. Ce qui est plus difficile, c'est que j'ai l'impression d'avoir côtoyé pendant des années et des gens que je trouve aujourd'hui entre le centre droit et l'extrême droite. Et que ça me touchait pas particulièrement quand j'étais patron d'un groupe industriel, parce que j'avais d'autres... je prenais pas de recul particulièrement, il y avait des choses qui me choquaient, mais ça me choquait pas autant que ça me choque aujourd'hui. Et puis après, il y a une deuxième chose qui est une grande déception, c'est de me sentir très seul, quoi. Et ça, je le dis partout, on me le renvoie tout le temps. Mais oui, je trouve que une des problématiques, c'est que avoir été ce qu'on appelle un grand patron, entre guillemets, et être de gauche, c'est très très rare. Et ça, je dirais, les gens me disent souvent, tu devrais le vivre comme un fait de gloire, et moi je le vois complètement à l'opposé. Je trouve que le rapport à l'argent étant tellement important, on faudrait qu'on soit beaucoup plus nombreux. Puis un autre, plus je travaille là-dessus, plus je réfléchis depuis quelques mois, une des grandes difficultés de la gauche, c'est qu'elle a un rapport à l'argent extrêmement malsain et qu'elle ne veut pas reconnaître que dans l'entreprise, il y a des choses... Parce que l'entreprise, ça sent pas bon et qu'il y a le profit. Il y a plein d'autres choses que le profit dans l'entreprise. Plein d'autres choses. Oui. Et puis tous les rapports à gauche, tous les rapports seraient des rapports de domination dans l'entreprise, quoi. Voilà. Et on parle de lutte des classes. Bah, la lutte des classes, elle existe, mais j'ai toujours pensé, moi, en tant que patron, que le président, il gagne très bien sa vie, mais que l'entreprise, elle ne marche pas si l'ouvrier posté n'a pas un certain équilibre. Alors c'est très difficile
Mais il y a un équilibre dans l'économie capitaliste à trouver. Mm. On le trouve plus ou moins selon les contraintes qu'on a, selon la vie qu'on a. Moi, j'ai vécu dans ce qu'on rappelle un LBO, qui est épouvantablement critiqué par la gauche, parce que c'est l'endroit où les gens gagnent beaucoup, beaucoup d'argent. On a essayé de répartir la richesse, entre guillemets, le mieux possible. Mais le fond du fond, il y a deux choses à ta question. C'est la gauche voit très, très mal l'entreprise, et je pense que ça reste un problème terrible pour reprendre le pouvoir. Et deuxièmement, je me sens un peu seul comme patron de gauche, oui. Et je suis un peu saoulé, un peu. Oui. Un peu. Et vous êtes positif pour la suite avec votre projet d'association des médias, etc. Est-ce que vous êtes sincèrement positif pour la suite, pour Du projet ? ouais, une victoire de la gauche politiquement, ou en tout cas ouais. une Je pense que la gauche, elle a un problème très difficile aujourd'hui, elle n'a pas une incarnation évidente pour porter un programme acceptable, qu'elle n'a pas de programme, et qu'aujourd'hui, il y a tellement de candidats potentiels à gauche en 2027 que ça risque d'être une catastrophe. Mais mon combat de citoyen est d'essayer de faire que les choses soient différentes dans 18 mois, 2 ans. Voilà. Merci beaucoup pour ces questions. Et merci pour tout ce qu'on a pu partager ensemble. Merci à vous.